Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une autre vidéo et là cette fois-ci je vous parle de mes lectures BD. Je sais ça faisait un certain temps que j'en avais pas fait une vidéo sur mes lectures BD. Eh bien, chose due, chose fait. Aujourd'hui je vous parle de mes lectures récentes. Donc depuis la dernière fois j'ai fait une chronique BD, donc j'ai quelques lectures pour vous, j'ai 4 BD à vous parler. Pas de Marvel cette fois-ci, mais j'ai du DC et de l'indépendant à vous jaser. Alors je commence sans plus attendre avec Batman, détective comique, chez Urban Comics, c'est le tome 3, qui s'appelle La Ligue des Ombres. Vous allez me dire, oui, ceux qui suivent les comics, vous allez me dire, oui, mais t'es en retard pour le détective comique. Eh bien, oui. C'était une de mes séries que je suivais, que j'avais pris un peu de recul. Je la trouvais moins intéressante que mes autres séries que je lisais. Mais j'ai décidé de reprendre mon retard et de lire enfin le tome 3 des aventures de Batman dans les détectives comiques avec d'autres héros, parce que le concept de cette BD là, eh bien c'est que Batman va former une nouvelle équipe de héros dans sa ville à Gotham pour s'occuper d'une nouvelle menace qui s'attaque à la ville. Et il va réunir différentes personnes, dont des personnages quand même très connus. On a droit entre autres à Batwoman, qui est un personnage de l'univers de Batman qui existe depuis beaucoup d'années maintenant, qui est dans le fond sa cousine, qui est une version de Batman un peu plus violente, un peu plus agressive. On a Red Robin aussi dans l'équipe. On a Gueule d'Argile, qui est un méchant de l'univers de Batman qui est en train de devenir un héros dans les comics récents. On a aussi Orphan, qui, dans le fond, c'est Cassandra Cain. Dans les comics, avant, c'était considéré comme une bad girl. Maintenant, c'est une assassin qui essaie de se repentir. Et on a d'autres personnages qui gravitent autour de Azrael, qui est un autre personnage du univers de Batman, qui est, en mon sens, un peu moins connu. Mais il a déjà été Batman pendant un certain temps. C'est un héros assez particulier. Anti-héros plutôt, parce que sa violence est assez agressive. Et il y a plein d'autres personnages qui gravitent dans cette équipe-là. Et il y avait aussi Spoiler, aussi entre autres comme personnage, qui est une autre ancienne bad girl qui est devenue une super-héroïne de son bord, qui est Stephanie Brown. Donc plusieurs personnages comme ça qui gravitent autour. Et on a droit aussi à d'autres personnages du univers de Batman, autant méchants que gentils, qui apparaissent par-ci par-là. Et dans le fond, ici, ce qui est particulier de ces aventures-là, j'ai déjà mentionné les autres tomes, c'est dans le fond, c'est pas juste Batman, on suit son équipe et aussi l'univers de Gotham. Et donc, ça permet aussi d'exploiter un peu plus l'univers étendu de Batman, ce qui est bien parce qu'on a les Batman Rebirth que j'ai ici, chez à jour, j'ai les 5 premiers de Batman Rebirth qui suivent exclusivement Batman. Ici vraiment on va s'attarder à beaucoup plus de personnages. Batman va être présent mais il va être un peu plus secondaire. Ça reste que dans ce tome là, qui est la suite dans le fond des 2 premiers tomes, évidemment, on suit dans le fond les répercussions après la tragédie qui a eu lieu dans le tome précédent. Il y a eu une perte dans l'équipe, il y a eu 2 pertes dans l'équipe, et de ce fait même, l'équipe est déstabilisée un peu, et une nouvelle menace plane sur Gotham, qui est la Ligue des Ombres, comme le nom de la BD indique, et dans le fond, Batman va tenter d'arrêter cette menace-là, et il va croiser des ennemis qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, et des ennemis qui vont mettre à rude épreuve ses capacités ainsi que son équipe. L'équipe va être secouée, on va aussi avoir du développement des autres personnages, particulièrement Orphan, qui est vraiment de plus en plus le centre de ces histoires-là, qui est, je peux vous montrer ici, qui est la fille asiatique de ce côté-là, qui va vraiment venir un personnage vraiment important dans cette histoire-là. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnages centraux dans la BD, c'est comme toutes les BD de DC. On a un côté résumé, un côté glossaire si je peux dire, toujours très intéressant comme concept. Et donc c'est ça. Et donc ils vont se battre contre la Ligue des Ombres qui est dirigée par Lady Shiva, qui est un personnage de l'univers de Batman qui pour ceux qui connaissent pas vraiment les BD, ne le connaissent pas la connaissent pas vraiment, mais c'est considéré comme une des femmes les plus fortes au monde en termes d'arts martiaux. Batman a beaucoup de misère contre elle et elle est considérée comme c'est pas la meilleure, ça doit être proche en termes de combat au corps à corps et d'armes martiales et tout ça. Et elle va venir à Gotham avec la Ligue des Ombres et ça va créer le chaos dans la ville et c'est l'histoire centrale de la BD.
on va suivre l'équipe qui va essayer de gérer ce problème-là et aussi gérer leurs problèmes individuels parce qu'ils ont tous des vies, des problèmes eux-mêmes. C'est surtout narré en partie par Orphan, qu'on va essayer de bien en noir. La ville est toujours bien dépeinte, c'est toujours très sombre, très gris. Il n'y a pas beaucoup de couleurs très vives dans ces BD-là. Ça montre vraiment l'ambiance de l'univers de Batman. Ici, on a vraiment une belle planche sur 2 pages qui montre une belle scène d'action des capacités de Orphan. J'ai vraiment apprécié ça. Comme j'ai dit, Batman est assez secondaire, mais chaque univers est bien retranscrit. Là, on a une petite page sur Azrael, qui est un autre personnage de l'univers de Batman. Ici, on va voir son petit moment Il est très religieux comme personnage. Ici, on voit un peu plus coloré, plus de feu, d'orange, de rouge. Vraiment, les couleurs s'adaptent au personnage. Je trouve ça vraiment bien. Et vraiment, l'histoire est intéressante. J'avais un peu décroché après le tome 2. Mais j'ai essayé une autre chance et j'ai vraiment apprécié le développement de cette histoire-là. Le méchant du tome 2, les méchants ou le méchant si vous préférez, m'avait pas autant marqué. Même s'il était quand même intéressant en soi. Il n'avait pas tant marqué. Mais ici, vraiment, on vient à quelque chose de plus classique de Batman, mais aussi plus intéressant. Un univers vraiment qu'on est habitué. C'est sombre, c'est violent. La violence est présente. Il y a un bon développement des personnages. L'action est bien montrée. Il y a des belles séquences comme ça ici, qu'on voit des enchaînements de coups qui sont pas comment je dirais ça, chaotiques. Là. Il y a vraiment une structure. J'aime beaucoup ça de cette BD-là. Et vraiment, c'est vraiment bien. La BD nous laisse sur une twist qui, vu que je suis en retard, mais je le savais déjà par d'autres comics, mais laisse une twist qui présageait un nouvel univers intéressant de Batman. Mais il reste que c'est intéressant pour la suite des aventures de Batman dans les détectives comiques. Vous voyez aussi sur la couverture, je l'ai pas mentionné, mais il y a Ra's al Ghul, un méchant emblématique de Batman, qui est vraiment, je trouve que c'est un des méchants qui a le plus de charisme dans l'univers de Batman, même dans l'univers de DC, parce que il est très charismatique, très intelligent, et même s'il est porté sur la violence, il y a des idéaux assez intéressants. Ici aussi, il va avoir un rapport avec l'histoire, parce qu'il va être lié, quand on parle souvent de Ligue des Ombres, Ligue des Assassins, ça fait référence à Ra's al Ghul aussi, c'est lui le grand... les grands dirigeants de tout ça. Bref, je suis content de l'histoire de ça, je suis content de relire du Batman, mais de voir le développement des autres personnages, que c'est des personnages que en français, ils n'ont pas de droit encore ou actuellement à des BD en français. Entre autres, je parle ici de Batwoman, qui est un personnage du noir de Batman, mais qui n'a pas de comic récent en français. J'ai vérifié, ce que je trouve dommage, parce que c'est un personnage intéressant, surtout que là, ils ont annoncé sa série TV dans l'univers du Arrowverse, donc Arrow, Flash, tout ça. Donc on va permettre de plus à découvrir pour un large public, mais c'est un personnage qui est intéressant, parce qu'autant qu'il y a des similitudes avec Batman, autant elle s'en détache par son histoire, sa personnalité et sa façon de réagir aux situations qui se présentent devant elle. Donc c'est vraiment intéressant comme personnage et qui se développe de plus en plus à travers les BD. Elle était plus importante dans les autres tomes, ici elle l'est, mais un peu mis plus en retrait. Mais ça reste très intéressant et ben, bref, c'est une bonne lecture, je vous invite à le découvrir. Je vais me reprendre mon retard pour cette BD là. Je pense qu'on est rendu à 5 tomes comme pour Batman. Généralement Batman c'est ce qui est le plus populaire, donc il y a plus de tomes qui sortent. Donc voilà, tome 3. Je continue chez DC avec... là, je suis à jour, c'est Green Lantern. C'est mes lectures les plus récentes. J'ai décidé de commencer la série des Green Lantern Rebirth. Encore une fois, c'est Urban Comics. Le tome 4 des aventures de Green Lantern Fracture. Qui est la continuité des événements des précédents tomes. Et comme vous voyez sur la couverture, eh bien, c'est encore le contexte, c'est encore l'unification de deux corps des lanternes qui sont les verts et les jaunes, qui sont des ennemis jurés depuis toujours, et que depuis les premiers tomes, ils essayent de s'entraider, de s'unir pour... comment je faisais ça? Pour emmener la paix dans l'univers. Parce que pour rappel, les Green Lantern, c'est une police intergalactique qui leur devoir, c'est de protéger l'univers. Et chaque corps, c'est un peu le même principe, mais avec des façons différentes. Soit plus agressif ou plus passif. Et les Yellow Lanterns étaient considérés comme les ennemis jurés des Green Lantern parce que eux, contrairement aux Green Lantern qui utilisaient la volonté pour se battre, eux utilisaient la peur. Donc c'était plus agressif. Et suite à des événements dans les premiers tomes, eh bien, ils ont dû s'entraider. Et ici, on a vraiment, comme le nom dit, c'est un point de fracture. C'est vraiment, on voit l'apogée de tous les événements qui sont cumulés.
Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'événements et beaucoup de tragédies. C'est très profond. On peut voir comme pour les autres, encore une fois, on a un glossaire et excuse-moi, un glossaire, c'est la caméra qui me fuck, un glossaire et un résumé. On a toujours les personnages centraux qui sont présents, qui sont toujours Hal Jordan qui est Green Lantern, Jon Stewart qui est le chef des Lanternes, on a entre autres Arkilo qui est un des généraux des Yellow Lanternes, Soranik Natu qui est la chef des Yellow Lanternes, entre autres qui sont toujours présents, et aussi Guy Garner que j'aime beaucoup, qui est un autre Green Lantern humain dans l'histoire. Et donc comme je disais, l'histoire va à un point de, comment je dis ça, de tension assez intense, qui est intéressant, mais en même temps, j'ai trouvé que c'est assez vite expédié quand on arrive à ce point-là, parce que l'histoire est intéressante, il y a un beau développement. Dès le début de la BD, on voit qu'il y a vraiment une évolution intéressante qui se fait. On a les corps lanternes qui s'entraînent, on peut voir il y a chacun leur lanterne, une à côté de l'autre. Les couleurs s'entremêlent. C'est vraiment un signe de quelque chose de nouveau qui s'établissait depuis un certain temps dans l'univers des Green Lanterns. Ici, on a une belle double page de Hal Jordan qui part à l'action. C'est vraiment très beau. C'est la force des BD des lanternes, des Green Lanterns. C'est les couleurs sont très vives et très présentes. Beaucoup de vert, ici beaucoup de jaune. Et on pose vraiment l'aspect sur le côté fluorescent des couleurs aussi. Et les scènes d'action sont vraiment intéressantes, très dynamiques. Par contre, les méchants de cette BD-là sont dans l'ensemble moins marquants. On a droit entre autres à des mercenaires qui vont s'attaquer à une planète et ils vont devoir interagir avec les Green Lanterns. Mais dans l'ensemble, c'est pas très marquant pour ça. Mais ça va amener des situations assez drastiques. Parce que ça va mettre en cause toute la fondation des corps lanternes. Ça va amener vraiment une intensité. Ici, on a une scène d'action entre les deux corps. La violence est palpable. Et à la fois, il y a une situation qui était teasée dans les autres BD précédemment, qui va mener ici à un point où que les deux corps n'auront plus à s'allier. Et ça va créer un point de tension où il va y avoir un résultat qui va être déterminant pour l'avenir des deux groupes. Et qui, comme je disais, est un peu expédié, mais qui est quand même intéressant. J'espère qu'il va amener quelque chose de plus développé par la suite. Mais je trouve ça dommage que ça s'expédie aussi vite. Mais il y a quand même une bonne morale qui sentit une bonne évolution. On a droit aussi à une fin d'histoire qui va du côté un peu plus épique. Parce qu'on suit des personnages, des espèces de divinités que je connaissais pas vraiment. Qui sont en danger, que les Green Lanterns doivent les protéger. Et ils vont devoir se battre contre des espèces de titans géants de l'espace qui sont, ma foi, d'une violence inouïe. Je peux vous les montrer ici, je les connaissais pas vraiment. Non, je suis bien amusant avec la caméra aujourd'hui, excusez-moi. Donc la page en rouge, il y a deux bonhommes comme ça, c'est des espèces de divinités qui sont inspirées, je crois, de la mythologie grecque. Et que, dans le fond, ils ont besoin de l'aide des Green Lanterns parce qu'ils sont, dans le fond, sont attaqués par une entité ultra puissante qui vient qui vient pour les détruire. Et aussi, grâce à cette histoire-là, ce que je suis content, parce que c'était mis un peu plus de côté dans les histoires précédentes, on a une évolution du personnage de Hal Jordan, qui est le Green Lantern principal de l'histoire, qu'on peut voir sur la page couverture. Ici, quand même une belle évolution, beau lien avec le passé. On comprend de plus en plus les changements que son personnage a depuis le début de Rebirth. Car depuis le début de Rebirth, ses pouvoirs ont un peu changé. Même il y a des choses qui sont assez particulières par rapport à ses capacités. Et là, on a un peu plus d'informations de ce côté-là. Et un peu plus de démonstration de ses nouvelles capacités. J'ai trouvé ça bien. Aussi son évolution. Il y a droit pas des flashbacks, mais des fantômes du passé qui viennent le voir pour l'aider. Et ça permet d'avoir une belle évolution. Donc j'ai vraiment aimé ça, Green Lantern. Je trouve que c'est la meilleure lecture du moment. Je la recommande chaudement. J'ai hâte de lire le tome 5. Voir c'est quoi les résultats de ces aventures-là. J'ai été curieux, j'étais allé m'enseigner un peu, donc je sais un peu ce qui va arriver. Mais j'ai vraiment hâte de le lire parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'assez intense qui s'en vient. Et donc c'est vraiment très bon. Petite mention aussi, il y a un personnage qui arrive dans l'histoire que je m'attendais pas à voir.
que j'avais jamais vu dans un comic en français en tant que tel, et que je l'ai vu là, et j'étais très surpris, surtout l'univers des Green Lantern, et vraiment je suis content, j'aimerais ça le revoir, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, euh, que je vais pas trop mentionner, parce que si je dis la moindre élément, ça va vous révéler un punch de l'histoire, mais vraiment, c'est une BD à voir. Et Green Lantern, là, c'est dans les meilleures lectures de DC, je le répète encore, là, mais c'est vraiment un bel arc narratif en ce moment dans l'univers de Green Lantern et de DC pour ça. Et donc, je t'invite à la découvrir, je suis content, j'étais à jour dans Green Lantern. Je continue dans l'indépendant. Euh, je commence avec une lecture qu'on m'a recommandée à la boîte à BD, la boutique que je vais pour acheter mes BD, qui est Midnight Nation, qui est une BD indépendante, qui est de Image Comique, qui est dans le fond c'est une aventure style horreur, science-fiction, vraiment typique roman noir un peu, qu'on m'a recommandé à la boîte à BD par Jean et un autre client qui était là. Et dans le fond, c'est quoi l'histoire? Eh bien, on suit dans le fond un détective de la police à L.A. qui enquête sur des crimes étranges dans sa ville. Et il va venir à faire une enquête au début de l'histoire qui vont le mener à aller à s'enseigner sur des trucs paranormaux. Et il va être mis en contact avec ça. Et sa vie va être changée du tout pour le tout. Au début, ça paraît assez banal. Il y a une enquête dans une ruelle, tout ça. Il regarde un corps, tout ça. Et c'est très sombre, très gris. Vraiment l'ambiance des enquêtes de policiers que j'aime beaucoup. Et dès le début, il y a des petits teasers d'éléments. Dès qu'on commence son enquête, c'est très intriguant. Il y a des regards, on peut voir ces pages. Ça s'annonce de quelque chose d'assez intriguant, assez particulier. J'aime beaucoup ça. Et on va rentrer rapidement dans l'histoire où que le personnage va vivre une expérience assez unique. Il va se retrouver plongé dans ce qu'on peut appeler le purgatoire, si je peux le dire comme ça. Dans le fond, il va se trouver dans un monde entre les mondes, qui est identique au nôtre d'ailleurs, mais qui est désert, sauf qu'à part les personnes qui attendent là. Donc il va être pris là, il va se promener dans les lieux qu'il connaît, et dans le fond, il va se comprendre pourquoi il est là, et chercher à retourner chez lui. Et donc ça va venir à beaucoup de réflexions sur la vie, sur la crise existentielle, sur ce qui est bien, ce qui est mal. Il va y avoir un méchant tout le long de l'histoire, mais il est assez secondaire au final. Il va emmener quelques scènes assez stressantes où on va avoir peur pour le personnage principal. En gros, ici, on a une espèce de créature au visage bleu avec des lignes noires qui vont s'acharner sur le personnage principal pendant son périple. Parce que pour comprendre ce qui arrive, pour s'en sortir du purgatoire, eh bien, il va devoir marcher et traverser les États-Unis à pied dans une espèce de road trip où il va être porté sur la réflexion. On peut le voir bien ici. Et, sur la route... Ouais, non, je mets la musique avec la caméra aujourd'hui, excusez-moi. Ça doit être ma grippe. Et donc, il va être accompagné d'une femme qui va être une sorte de guide pour lui et qui va l'aider à retourner chez lui. Et l'histoire est vraiment intéressante, il y a des belles réflexions. J'étais surpris à chaque twist de l'histoire, j'étais très surpris. C'est vraiment intriguant, c'est vraiment bien construit. Euh, c'est assez particulier, assez unique. Je connaissais rien de ça avant qu'on me le recommande. Ça m'a beaucoup intrigué, fait que je l'ai pris. Et je suis vraiment content. C'est une BD qui est quand même plus pour un public qui est averti par ses propos, pas tant par la violence ou la sexualité, parce qu'il n'y a pas vraiment de sexualité, mais vraiment par ses propos, la morale. Il y a un bout dans l'histoire le personnage principal rejoint un groupe de personnes autour d'un feu, et ils vont chacun conter leur tragédie, comment ils ont fait de se retrouver là. Et vraiment, c'est assez triste, tu te mets quasiment en colère pour eux, parce qu'ils ont toutes des vies assez tristes, il y a un message qui véhicule à travers toute la BD que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est le côté on disparaît au regard des autres. Dans le sens que moins qu'on a l'importance pour les gens, plus qu'on a tendance à disparaître. À un certain point, les gens nous oublient, on passe devant et on est un fantôme. Un peu comme si on marche sur un trottoir dans le centre-ville et qu'on passe à travers une foule et que personne nous remarque. C'est le feeling que la BD veut nous faire ressentir un peu. Et c'est bien, je l'ai bien ressenti. Le côté solitude, le côté oublié. Le fait qu'on est entouré de monde, qu'il faut être conscient de ce qui nous entoure.
C'est vraiment bien montré. Et vraiment, les morales qui en tirent de cette BD-là, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai adoré. Il y a des beaux dessins. Les dessins sont très beaux dans cette BD-là. Euh, des fois, on peut avoir peur que quand c'est pas des gros studios qui font des dessins, c'est pas aux mêmes qualités, mais ici, vraiment, les effets de lumière, les jeux de couleurs, tout ça, c'est magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu ici. Euh, il y a un côté, il y a un côté vraiment, comment je dirais ça, très torturé aussi de l'histoire. Le personnage va passer par plusieurs gammes d'émotions. Il y a aussi une violence qui va s'en sortir aussi, entre autres. Je vois beaucoup de dessins parce que ça vaut amplement le détour. Mais c'est vraiment magnifique à voir. Et pour aller vers la fin de l'histoire tranquillement, plus qu'on avance, plus que ça devient quand même assez... les enjeux deviennent de plus en plus complexes. Et le personnage va réaliser de plus en plus que... il n'y a pas juste lui qui est en enjeu là-dedans dans l'histoire, et qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en enjeu, et vraiment il va commencer à prendre l'ampleur à la fin de l'histoire de ce que c'est, et entre autres avec une rencontre dans l'histoire qui va le faire réaliser des choses, et qui va mener vraiment à une situation à la fin de l'histoire qui mène à une twist avec le méchant qu'on va apparaître à peu près à moitié de la BD, même s'il est mentionné à plusieurs reprises, il va y imposer vraiment quelque chose, un choix assez très déchirant et quasi impossible à faire, et c'est ce qui va déterminer la twist de l'histoire. Et vraiment, c'est une belle twist d'histoire, très triste. C'est pas une BD qui apporte quand même une happy ending, il y a une sorte d'happy ending, mais c'est plus, c'est comment je dirais ça, c'est satisfaisant, mais tu sais, c'est pas comme la grosse happy ending où on est content que tout le monde finit bien, et c'est typique des BD habituels. Non, non, ici on a une fin qui est vraiment bien, qui est surprenante et qui est touchante, mais qui est pas la grosse happy ending, la joie, le personnage s'en va au coucher du soleil, tout ça. Mais c'est vraiment bien pareil, là. Il y a une bonne morale, et c'est vraiment une histoire qui fait véhiculer beaucoup d'émotions, qui nous embarque du début à la fin, qui est vraiment surprenante. Je vous le recommande. Elle existe en français aussi. Moi je l'ai pris en anglais parce qu'elle était disponible juste en anglais quand j'ai voulu la prendre. Mais elle existe en français aussi, je vous le recommande. C'est le même nom en français, Midnight Nation. Et pour anecdote, celui qui a fait la BD s'est inspiré de sa vie, qui est dans le fond G. Michael, je vais essayer de dire bien son nom, Straczynski, qui est dans le fond, c'est basé sur sa vie, que dans un temps, il y a un temps de ça, il y a beaucoup d'années de ça, dans les années 90 je crois, sa vie allait vraiment pas bien, et il a commencé à prendre des marches la nuit, le soir, tout ça, tout seul, à travers la ville, et juste à marcher, réfléchir, tout ça, et ça commençait à travailler sa façon d'être, ça le permettait d'aller mieux, ça permettait de réfléchir, tout ça. Et tranquillement, l'idée s'est émergée dans sa tête d'écrire une histoire là-dessus, sur un voyage initiatique, sur un questionnement. Il y a quelques références à la religion, mais en tant que tel, c'est pas une BD axée là-dessus. Et c'est aussi ça qui a fait le gars, parce qu'il l'a dit, quand j'ai lu un article sur lui, il précise dès l'entrée de jeu qu'il est athée, donc il croit pas en Dieu, mais qu'il s'inspire de quelques éléments pour faire son histoire, pour qu'elle prenne un sens. Et vraiment, c'est intéressant quand tu lis aussi le background en arrière de ça, pour comprendre son histoire, l'histoire de la BD, d'où ça vient, c'est vraiment bien. À la fin de la BD, il y a un texte que j'ai pas mentionné, qui est ici. Je vais vous montrer, qui commence à tout... Ouais, je peux pas vous le montrer parce que c'est l'autre page à côté, ça montre un spoiler. Mais bref, à la fin, à partir de la page 271, ça explique l'origine de la BD, que ça a commencé dans les années 70, ou qu'il a travaillé là-dessus. Et il explique sa vie, comment elle était à l'époque, et comment il est venu à écrire cette histoire-là. Et c'est écrit en 3 pages, et moi je vous invite à le lire, là. L'histoire prend encore plus de sens quand on lit ça, quand on comprend l'arrière-pensée de ça. C'est vraiment une belle découverte que je suis content d'avoir découvert. C'est vraiment une bonne BD. Désolé si j'ai une voix un peu... j'essaie de travailler depuis tantôt, mais j'ai une voix un peu bizarre. Je suis très grippé, mais je voulais absolument faire ma vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Et je finis. Et oui, j'avais hâte de vous en parler. Black Hammer, tome 3, Age of Doom, part 1. Je l'attendais avec grande impatience, qui est sorti au début de l'année. Et j'ai pas pu le lire avant,
pour plusieurs raisons. Je suis content de l'avoir enfin entre mes mains. Et d'ailleurs, je m'en vais me procurer le deuxième spin-off qui vient de sortir en français, probablement après que j'ai fini cette vidéo-là. Et dans le fond, pour ceux qui n'ont pas suivi totalement une vidéo, Black Hammer, c'est une BD indépendante qui est faite par Jeff Lemire, qui est un grand scénariste d'histoire de BD, qui a fait autant du Marvel que du DC. Et dans le fond, on suit un groupe de super-héros assez originaux qui, dès la première BD, ils vivent tous dans une ferme, c'est un petit village, et rapidement on comprend que sont dans une situation assez particulière parce que il y a 10 ans de ça, ils étaient des héros connus de tous et ils ont sauvé la Terre et leur ville, Spiral City je crois, de la fin du monde. Et par la suite, ils ont disparu. Tout le monde est quoi disparu, mais non, ils sont pris dans une ferme, dans un petit village, quelque part, et ils sont pris là, ils sont pas capables de s'en aller. Et ils vont, dans le premier tome, ça va être la grosse introduction, où on va voir tous les personnages se présenter. Sur la BD, on peut en voir. On a le vieux ici qui est un équivalent un peu de Captain America, qui n'a pas de super pouvoir, mais il s'est entraîné, il a un niveau olympique, et que c'est un super héros. On a une petite fille qui vole dans les airs, qui est un peu comme le personnage de Shazam. C'est une madame qui, quand elle dit le mot, elle devient une petite fille avec des super pouvoirs. À droite, on a un bonhomme rouge, qui est plus rosé en fait, qui est l'équivalent de Martian Manhunter. Donc c'est un martien qui est venu sur Terre pour enquêter. Il a des pouvoirs de métamorphe. Il a une super force et il peut voler tout ça. Donc il va être pris là. On a le droit aussi à un Captain Weird, qui est un astronaute qui, après avoir un contact avec une autre dimension, va développer des pouvoirs liés à cette dimension-là. Il va pouvoir flotter, se téléporter, tout ça. Et il va être accompagné de son robot Takiwaki, qui va être son assistant, qui est un personnage très intéressant aussi. Je pense que j'en oublie un, je sais être sûr à 100%. Ah oui, on a aussi une sorcière, qui est Dragonfire, Flyer, qui est dans le fond une femme qui a été maudite et qui est devenue une sorcière. Dans le fond, elle a des pouvoirs de sorcellerie, de magie, tout ça. Donc on suit directement les événements du deuxième tome qu'ils avaient laissé sur un punch énorme, une twist vraiment intéressante. Et pour ceux qui les ont pas lus encore, je vous invite à aller les lire. Mais bref, c'est la suite des événements avec la fille de Black Hammer, parce que la BD s'appelle Black Hammer parce qu'un des héros c'était Black Hammer, mais dès la première BD, c'est un des éléments centraux. Si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter pendant quelques minutes ma vidéo. Donc je vous laisse quelques secondes. Voilà. Et donc, dans le fond, Black Hammer, dès le début de la BD, est mort parce que, dans le fond, il a voulu s'en aller de la ferme pour retrouver sa fille. Et il y a un effet, il y a une force mystique qui l'a tué. Et donc, quelques temps après, sa fille, dans le premier spin-off que je vous ai déjà mentionné, a enquêté pour essayer de retrouver son père et les autres héros. Et à la fin du tome, à la fin du tome 1, ou au début du tome 2, bref, elle arrivait à la ferme, et sans s'y souvenir, elle ne se souvenait pas comment elle a fait pour se retrouver là. Et même si nous, en tant que lecteurs, on voyait un peu ce qui est arrivé. Et là, dans le tome 3, eh bien, la twist commence que... Eh bien, elle est là dans les airs avec son marteau, parce qu'elle a récupéré, à la fin du tome 2, elle récupère le marteau de Black Hammer, et elle dit, là, c'est sûr, le le montre mal, mais elle dit, je me rappelle de tout, je sais tout, je vais tout vous expliquer. Et là, tout le monde est comme, ah quoi, hein? Ils sont tous surpris, le bam, encore une fois, une autre twist, qui, ma foi, m'a frustré un peu. On la voit dans les airs, et paf, et puis là, t'es comme, hein? Et c'est depuis le premier tome, on nous laisse dans le flou sur la plupart des éléments, on veut savoir. Et encore une fois, l'auteur trouve un moyen de nous étirer ça, nous frustrer, mais en même temps nous permettre de développer encore plus ces personnages. Parce que là, ils vont arriver à un point quasi de rupture. Entre autres, la petite fille qui sera juste plus capable, qui est Gale dans le fond. Elle va commencer à être enragée, elle va commencer à attaquer tout le monde. Elle va être en colère. Ça va mener des tensions à s'élever, il va y avoir des émotions. Les personnages vont commencer ils vont avoir un double effet. Autant ils vont être découragés, autant ils vont être motivés. Parce que sachant qu'elle a pu découvrir quelque chose, eux aussi peuvent le faire. Donc ils vont commencer à enquêter. Pendant ce temps, on va suivre aussi le personnage de la fille de Black Hammer qui elle aussi va vivre des aventures parce qu'elle va disparaître, mais pour une raison particulière. On va la voir ici. Elle va se retrouver dans un bar et elle va devoir... c'est une sorte de quête de développement où elle va rencontrer plein de personnages. Les plus inusités un que les autres. J'aime beaucoup le style graphique des BD de Black Hammer.
c'est très coloré. Les visages sont faits d'une manière assez particulière. Autant ça a l'air horreur, autant ça a l'air familier, ça a l'air... comment je dirais ça? Euh, profond. Et... excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et donc, on va suivre les deux histoires parallèles. Autant les membres de ces super-héros-là qui sont pris dans une ferme qui vont commencer à enquêter, sachant qu'il y a une possibilité. Autant que de l'autre côté, on va suivre la fille de Black Hammer qui va vivre des aventures. Et une des twists de l'histoire, que je vous dirai pas ici, mais... on va juste montrer cette image-là. D'un côté, on a les vieilles images rétro de tous les héros en costume. Et de l'autre côté, on a l'enquête de la fille de Black Hammer qui essaie de comprendre ce qui se passe. Dans le fond, il y a une twist intéressante qui fait un pont. Je le savais parce que je m'étais renseigné un peu, mais je connais pas tout l'univers de Jeff Lemire qui a créé beaucoup de BD avant Black Hammer. Et dans cette BD-là, il rend hommage à ces BD-là, entre autres. Il va faire des références à quelques reprises à ses anciennes BD. Et c'est vraiment surprenant. Moi, je l'ai remarqué parce que je m'étais renseigné un peu. Mais quand on le sait pas, on ne catch pas que c'est des références. Donc, je trouve ça intéressant qu'un auteur se rende lui-même hommage dans une BD. Aussi, de l'autre côté, on va avoir une enquête, comme j'ai dit, avec les héros. Et ça va être de plus en plus troublant. C'est la force de cette BD-là. L'histoire nous laisse beaucoup dans le flou, il nous rend perplexes. On comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est vraiment intriguant parce que dans le précédent tome, une des révélations qu'il y avait, c'est que quand il allait à la bibliothèque pour s'enseigner sur l'histoire de la ville, les livres étaient vides. Et donc, quand ils décident d'aller voir par eux-mêmes les héros, d'y retourner, tous les livres sont remplis. Donc là, il y a de quoi qui est comme... Hein? Là, c'est là que tu commences à te dire, ok, il y a de quoi qui... Ben déjà que dans les autres tomes, tu te disais qu'il y a de quoi qui marchait pas. Il y a de quoi ici, une force qui est omniprésente, qui joue qui a un impact ici. Et vraiment, ça va être bien montré. Par contre, petite mention que c'est pas mauvais en soi, mais il y a beaucoup de visages que je trouve qui se ressemblent, mais on voit que c'est comme la structure de ces dessins. Des fois, on a l'impression de voir deux, trois personnages, mais quand on regarde leur visage, ils ont pas mal la même structure. Il y a juste changé, mettons, la couleur des yeux, la couleur de la peau, mais la tête est très similaire. Ça me dérange pas, je trouve les dessins très beaux, mais c'est un petit détail que j'ai remarqué. C'était pas forcément quelque chose que tout le monde va remarquer, mais moi je l'ai vu. Sinon, vraiment, le style graphique de ces BD-là, on passe de deux styles différents. À gauche, on a la ville tranquille avec des personnages normaux qui jasent. De l'autre côté, on est dans l'univers cosmique. C'est noir, des objets vraiment aléatoires qui flottent, des couleurs assez vives. C'est une des forces de cet auteur-là. Il s'amuse avec les styles. Et vraiment avec l'histoire, il s'amuse à jouer avec nous. Il vient nous frustrer, mais en même temps, il nous fait aimer l'histoire. La twist finale de l'histoire de cette BD là, qui est comme le nom indique, qui est le part 1 de Age of Doom. Donc c'est qu'il va y avoir un part 2. Moi, j'étais à terre, littéralement. Parce qu'il y a une tension qui grimpe tranquillement tout le long de la BD. Et vers la fin, ça explose. Et vraiment, il y a plein de révélations qui arrivent une à la de l'autre. Et c'est d'une surprise sans nom. Tu t'attendais pas à ça comme révélation. Je l'ai pas vu venir et je suis très content. Et quand on comprend ce qui est... Dans le fond, cette twist-là, c'est une des meilleures twists d'histoire que j'ai vu dans les BD que j'ai lu. C'est vraiment bon. Jeff Lemire, il est doué faire développer une histoire. Au début, je trouvais ça frustrant qu'il ait tout de suite enlevé le personnage de la fille de Black Hammer, mais je comprends mieux en voyant la fin, le déroulement de tout ça, c'est vraiment bien mené. On a aussi une petite histoire à la fin de la BD qui fait une mention au deuxième spin-off. C'est Black Hammer présente Captain Star, je crois, qui va expliquer un peu plus d'éléments sur la twist, entre autres, de l'histoire qu'on voit à la fin. Vraiment, j'ai hâte, je suis impatient de lire la suite, parce que la twist est tellement intense, et même à la fin, tu as twist par-dessus twist par-dessus twist, et jusqu'à la dernière page, t'es capté, t'es sous choc, c'est prenant. C'est vraiment dans les meilleurs BD que j'ai lu, dans tous les BD que j'ai. Black Hammer, c'est vraiment particulier. C'est un univers indépendant à découvrir. Il y a 3 tomes principaux en français. En français, qu'est-ce que je dis là? Ils sont disponibles en français. Moi, je les ai pris en anglais pour les tomes principaux. Donc, il y a 3 tomes principaux en français autant qu'en anglais. Et il y a 2 spin-offs à l'heure actuelle qui sont
Black Hammer, Sherlock, Frankenstein, que j'ai déjà mentionné ici. Et là, il y a Captain Star qui vient de sortir, que je vais me procurer. Donc il y a quand même de plus en plus de stock de l'univers de Black Hammer. Il y a un autre spin-off aussi, qui est juste en anglais à l'heure actuelle, sur un personnage secondaire qu'on voit dans le tome 2, que je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait un spin-off dessus, mais bon, je vais le lire pareil parce que je suis intrigué, mais je comprends pas trop l'intérêt de ça, mais bref, c'est mes lectures actuelles. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'aime ça lire du varié. Je suis dû pour lire un peu de Marvel d'ailleurs. Mais je suis content, j'ai lu toutes des bonnes lectures que j'ai trouvées intéressantes. Et donc, je suis content de vous en avoir parlé. Ça a pris du temps avant de le faire. J'ai eu un horaire très compliqué récemment. Faire une histoire courte. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces lectures-là, de ce que vous pensez de mes vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker mes vidéos, ma page Facebook autant que YouTube. Donc, n'hésitez pas. Je suis content de vous voir qu'il y a une interaction. Je suis content de voir les commentaires. J'aimerais ça avoir plus de visibilité, mais bon, ça c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Et donc, je continue à faire mes vidéos avec toujours aussi d'enthousiasme, même si je peux être malade comme actuellement. Je le fais pareil parce que ça me fait plaisir. Donc voilà, c'était ma chronique BD de cette semaine. Donc écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures. Et on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo sur ma page de Matt Bellec 2.0. Alors, à la prochaine.